Le XXe siècle a été marqué par de grandes avancées scientifiques, mais aussi par de terribles atrocités commises au nom de la science. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques-uns des cas les plus choquants d'expériences scientifiques et de tortures pratiquées sur des êtres humains sans leur consentement ni leur respect. Nous commencerons par les camps de concentration nazis, où le docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, a mené des expériences cruelles et inutiles sur des prisonniers, notamment des jumeaux, des femmes enceintes, des personnes handicapées ou de différentes origines ethniques. Il cherchait à étudier la génétique, l'eugénisme, la résistance au froid, les maladies infectieuses ou encore les effets des drogues et des mutilations. Ces victimes étaient souvent tuées, stérilisées ou bien défigurées à vie. Nous poursuivrons par les camps japonais, notamment l'unité 731, dirigée par le général Shiro Ishii, qui a utilisé des prisonniers de guerre chinois, coréens, russes ou américains comme cobayes pour des expériences atroces. Il s'agissait de tester des armes biologiques, chimiques ou bactériologiques, mais également de provoquer des blessures, des infections, des amputations, de pratiquer des greffes et des vivisections, ou encore d'utiliser des chambres à basse pression. Les cadavres étaient ensuite incinérés ou disséqués. Nous évoquerons entre autres l'Afrique du Sud, où le psychiatre Aubrey Levine, surnommé le Dr Shock, a pratiqué des tortures sur des patients homosexuels dans le cadre du programme Aversion Project, soutenu par le régime de l'apartheid. Il s'agissait de tenter de guérir l'homosexualité par des méthodes brutales, comme des électrochocs, des injections de produits chimiques, des castrations ou bien des lobotomies. Plusieurs de ces patients se sont suicidés ou ont souffert de troubles psychologiques irréversibles. Quelles étaient véritablement ces expériences scientifiques et autres tortures? Quelles ont été les conséquences non seulement pour les victimes, mais aussi pour les bourreaux et la société? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en évoquant cette partie sombre de l'histoire de la science au XXe siècle, une science qui a tout simplement piétiné les principes éthiques et les droits de l'homme. Bon visionnage. Les expériences médicales nazies, menées durant la Seconde Guerre mondiale, constituent l'un des exemples les plus atroces de la science pervertie au service de la barbarie. Sous le Troisième Reich, la médecine fut détournée pour satisfaire les ambitions racistes, eugénistes et militaires d'Adolf Hitler et de ses collaborateurs. Sous couvert de recherches scientifiques, les médecins nazis ont commis des actes d'une cruauté sans nom, transformant des êtres humains en cobayes pour des expériences souvent absurdes et toujours inhumaines. Ces pratiques, qui se sont déroulées principalement dans les camps de concentration, ont causé la mort et la souffrance de milliers de personnes innocentes, tout en marquant à jamais l'histoire de la médecine et de l'éthique. Les fondements idéologiques des expériences médicales nazies se trouvent dans l'obsession du régime pour la pureté raciale. Les nazis croyaient fermement en la supériorité de la race aryenne et considéraient les juifs, les roms, les homosexuels, les personnes handicapées et d'autres groupes comme des sous-hommes à éradiquer ou à exploiter. Cette idéologie a permis de justifier des expériences médicales qui autrement auraient été impensables. Ainsi, sous la direction d'éminents médecins, dont beaucoup avaient une formation académique prestigieuse, ces expériences ont été présentées comme un service à la science et à l'humanité, alors qu'elles ne visaient en réalité qu'à renforcer l'appareil répressif nazi et à concrétiser ses projets de domination raciale. Les types d'expériences menées étaient variés et souvent effroyables. Parmi les plus notoires, on trouve celle sur l'hypothermie, conduite pour comprendre comment les soldats allemands pouvaient survivre dans des conditions de froid extrême. Pour cela, des prisonniers étaient immergés dans des bains d'eau glacée ou exposés à des températures extrêmement basses, sans protection, jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus supporter le choc thermique. Ces expériences, qui se déroulaient sous l'œil impassible des médecins, étaient accompagnées d'une souffrance atroce pour les victimes, dont beaucoup mouraient dans d'horribles conditions. Les expériences sur la malaria et d'autres maladies infectieuses sont également tristement célèbres. Dans le but de tester des traitements potentiels, les prisonniers, souvent des personnes en mauvaise santé à cause des conditions de vie épouvantables des camps, étaient délibérément infectés. Les médecins nazis leur administraient ensuite divers médicaments expérimentaux, sans se soucier des effets secondaires graves ou des douleurs qu'ils pouvaient causer. Ces pratiques, loin de contribuer à des avancées médicales,
ont souvent abouti à la mort lente et douloureuse des sujets. La stérilisation forcée était un autre aspect des pratiques médicales nazies. Dans leur quête de purification raciale, les nazis cherchaient à empêcher la reproduction de ceux qu'ils considéraient comme indignes de faire partie de la société aryenne. Des milliers de femmes en particulier furent soumises à des méthodes brutales de stérilisation, allant des injections de produits chimiques aux radiations, souvent sans anesthésie adéquate. Ces expériences qui laissaient les victimes mutilées à vie témoignent de la brutalité et du mépris pour la vie humaine qui caractérisaient les médecins nazis. Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, est probablement le médecin nazi le plus tristement célèbre. Son nom est associé aux expériences sur les jumeaux qu'il menait à Auschwitz. Mengele était obsédé par l'idée de découvrir les secrets de la génétique pour prouver la supériorité aryenne. Il sélectionnait généralement des paires de jumeaux, souvent des enfants, et les soumettait à des expériences cruelles, telles que des amputations ou des injections de produits chimiques dans les yeux pour changer leur couleur. De nombreuses victimes de Mengele ont péri des suites de ces expérimentations qui n'ont abouti à aucune découverte scientifique valable, mais ont laissé derrière elles un héritage de terreur et de souffrance. Les expériences nazies sur la transplantation d'organes et de membres sont un autre exemple de la déshumanisation extrême à laquelle les victimes étaient soumises. Des organes étaient prélevés sans aucune considération pour la douleur ou la survie des sujets. Les recherches sur la régénération des os, des muscles et des nerfs impliquaient des amputations et des greffes improvisées, réalisées dans des conditions d'hygiène déplorables. Là encore, ces expériences étaient menées sans aucun égard pour la vie humaine et n'avaient aucune valeur scientifique réelle. Les conséquences de ces actes ignobles ont été révélées au monde entier après la guerre, lors des procès de Nuremberg. Plusieurs médecins nazis furent jugés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le procès des médecins a conduit à la formulation du Code de Nuremberg, un ensemble de principes éthiques qui établissent que le consentement éclairé est indispensable pour toute expérimentation humaine. Ce code reste un fondement de l'éthique médicale moderne, du moins en théorie. L'unité 731, officiellement connue sous le nom de Département de prévention des épidémies et de purification de l'eau de l'armée de Kwantung, fut l'une des unités les plus sinistres de l'histoire militaire japonaise. Opérant principalement en Mandchourie pendant la Seconde Guerre mondiale, cette unité secrète dirigée par le médecin et lieutenant-général Shiro Ishii s'est rendue coupable de certains des crimes de guerre les plus horribles du conflit, surpassant même en atrocité bien d'autres unités de recherche militaire de l'époque. Derrière le masque de la recherche scientifique, l'unité 731 a mené des expériences inhumaines sur des milliers de prisonniers, principalement des Chinois, mais aussi des Coréens, des Mongols et même des prisonniers de guerre alliés dans le cadre de son programme de recherche sur la guerre bactériologique et chimique. L'unité 731 fut fondée en 1932 sous l'impulsion de Shiro Ishii, un médecin militaire japonais convaincu que la guerre bactériologique représentait une arme potentiellement décisive dans les conflits futurs. L'unité opérait sous un secret absolu, camouflée sous des appellations inoffensives, et son quartier général était situé à Pingfang, un district proche de Harbin, dans le nord-est de la Chine occupée. Le complexe de Pingfang, d'une superficie équivalente à plus de 150 hectares, était un véritable centre de recherche scientifique, doté de laboratoires, de chambres de confinement pour les expériences humaines, d'installations pour la production en masse d'agents pathogènes, ainsi que de crématoriums pour se débarrasser des corps des victimes. Les cobayes humains, surnommés Maruta ou bûches par les membres de l'unité pour les déshumaniser, étaient soumis à des expériences d'une brutalité inimaginable. Parmi les pratiques les plus courantes, on trouve les vivisections, souvent réalisées sans anesthésie, dans le but d'observer en temps réel les effets des maladies et des blessures sur le corps humain. Ces vivisections incluaient l'extraction d'organes pour examiner les dommages causés par diverses infections ou par des blessures infligées délibérément. D'autres expériences consistaient à infecter délibérément les prisonniers avec des agents pathogènes tels que la peste bubonique, le choléra, le typhus ou l'anthrax, afin d'étudier la progression de ces maladies et de tester l'efficacité de divers traitements expérimentaux. L'unité 731 menait également des expériences visant à comprendre les effets du froid extrême sur le corps humain, en obligeant les prisonniers à rester exposés à des températures glaciales jusqu'à ce que leur corps soit gravement gelé. Ces victimes
étaient ensuite soumises à des tentatives de réchauffement brutal pour observer les processus de nécrose tissulaire, souvent dans des conditions extrêmement douloureuses et sans aucune chance de survie. Les expérimentations sur la déshydratation et la malnutrition, dans lesquelles les prisonniers étaient privés de nourriture et d'eau pendant de longues périodes, faisaient également partie des pratiques courantes de l'unité. Au-delà des expériences individuelles, l'unité 731 a été impliquée dans la production en masse d'armes bactériologiques destinées à être utilisées contre les ennemis du Japon. Des bombes contenant des puces infectées par la peste ou d'autres agents pathogènes étaient développées et testées, souvent en les larguant dans des villages chinois pour observer les effets sur la population civile. Ces attaques bactériologiques ont causé la mort de milliers de personnes, transformant des maladies naturelles en armes de destruction massive. L'une des opérations les plus notoires de l'unité 731 fut l'attaque bactériologique sur la ville de Ningbo en 1940, où des avions japonais larguèrent des puces infectées par la peste, entraînant une épidémie meurtrière. Ces actes de guerre bactériologique étaient justifiés par le commandement militaire japonais comme étant nécessaires pour affaiblir l'ennemi, mais en réalité, ils constituaient des violations flagrantes du droit international et des crimes de guerre d'une ampleur inimaginable. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la défaite japonaise devenait inévitable, l'unité 731 tenta de détruire toutes les preuves de ses activités. Les installations de Pingfang furent en grande partie démantelées et des centaines de prisonniers restants furent exécutés pour éviter qu'ils ne témoignent. Cependant, de nombreux documents furent préservés et certains des membres de l'unité 731 furent capturés par les forces soviétiques ou alliées. Malgré les preuves accablantes, beaucoup des responsables de l'unité 731 échappèrent à la justice grâce à des accords avec les États-Unis qui étaient avides de récupérer les résultats des recherches bactériologiques japonaises pour leur propre programme militaire. En échange de ces données, plusieurs scientifiques de l'unité 731, y compris Shiro Ishii, obtinrent l'immunité et furent même réintégrés dans des positions influentes dans le Japon d'après-guerre. Les atrocités commises par l'unité 731 ont été largement méconnues ou ignorées pendant des décennies, en partie en raison de la guerre froide et de l'intérêt stratégique des États-Unis pour les informations recueillies par l'unité. Ce n'est que bien plus tard, grâce aux efforts de chercheurs, de journalistes et des témoignages de survivants, que l'ampleur des crimes commis par l'unité 731 a été pleinement révélée. Aujourd'hui, ces actes sont reconnus comme l'un des pires crimes de guerre de l'histoire, témoignant des horreurs que peuvent engendrer le militarisme et le mépris total pour la vie humaine. Pendant la guerre froide, une période marquée par une intense rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, le gouvernement américain a mené une série d'expériences secrètes sur des cobayes humains, souvent à l'insu de ces derniers. Ces expériences, réalisées sous le couvert de la recherche scientifique et du développement d'armes, visaient à comprendre les effets de diverses substances dangereuses, notamment les radiations sur le corps humain. À une époque où la menace d'un conflit nucléaire semblait imminente, les États-Unis cherchaient désespérément à obtenir un avantage stratégique, quitte à sacrifier la santé et la vie de leurs propres citoyens. Ces expérimentations menées en secret et souvent sans le consentement éclairé des participants ont soulevé des questions éthiques qui résonnent encore aujourd'hui. L'une des séries d'expériences les plus connues est celle liée aux tests de radiation. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, les États-Unis étaient avides de mieux comprendre les effets des radiations sur le corps humain, afin de pouvoir développer des protocoles médicaux pour traiter les victimes d'une attaque nucléaire et pour évaluer les effets à long terme des radiations sur les survivants. Dans ce contexte, le gouvernement américain a lancé plusieurs programmes de recherche qui impliquaient l'exposition délibérée de citoyens américains à des doses de radiation. L'un des exemples les plus choquants de ces tests est celui des injections de plutonium. Entre 1945 et 1947, des scientifiques sous la direction de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, l'AEC, ont injecté du plutonium, un élément radioactif hautement toxique, à des dizaines de personnes, dont beaucoup étaient des patients hospitalisés pour des raisons sans rapport avec les radiations. Ces patients, qui n'avaient souvent aucune idée des substances qu'on leur administrait, étaient utilisés pour étudier la manière dont le plutonium se répartissait dans le corps humain et les effets de l'exposition prolongée à ce métal lourd.
Les résultats de ces expériences, bien que précieuses pour les scientifiques de l'époque, furent obtenus au prix d'une violation flagrante des droits des patients et de leur dignité. Outre les injections de plutonium, le gouvernement américain a également mené des expériences impliquant l'exposition des populations à des radiations sur une plus grande échelle. L'une des méthodes utilisées consistait à organiser des essais nucléaires atmosphériques dans le désert du Nevada, qui ont eu lieu régulièrement dans les années 1950 et 1960. Les retombées radioactives de ces explosions se dispersaient parfois sur de vastes zones habitées, exposant ainsi des communautés entières à des niveaux de radiation qui ont entraîné une augmentation significative des cancers et d'autres maladies graves. Les habitants de ces régions, surnommés plus tard les Downwinders, n'étaient souvent pas informés des dangers auxquels ils étaient exposés, et beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas pourquoi leur santé se détériorait au fil des ans. Un autre exemple notable est celui de l'expérience de Vanderbilt, menée dans les années 1940 sur des femmes enceintes à Nashville dans le Tennessee. Environ 800 femmes enceintes, recrutées dans un hôpital de la région, ont reçu des cocktails de vitamines auxquels avaient été ajoutées des doses de fer radioactif, sous prétexte de tester les effets du fer sur la santé des femmes et de leurs bébés. Ce que ces femmes ignoraient, c'est que le fer utilisé dans l'expérience était marqué avec un isotope radioactif, permettant aux chercheurs de suivre sa circulation dans le corps. Les effets à long terme sur ces femmes et leurs enfants furent désastreux, avec une augmentation des risques de cancer et d'autres maladies graves. Dans le cadre de ces expériences, les prisonniers ont également été souvent utilisés comme cobayes, en raison de leur situation vulnérable et de leur incapacité à refuser la participation. Dans plusieurs prisons américaines, les détenus ont été exposés à des radiations, parfois par l'application directe de substances radioactives sur leur peau ou par ingestion, dans le but de comprendre les effets sur les tissus humains. Ces expérimentations menées sans respect des droits des individus étaient justifiées par une supposée contribution à la science et à la sécurité nationale, mais elles ont en réalité infligé des souffrances inutiles à des centaines de personnes. Enfin, le programme de test de gaz moutarde est un autre exemple d'expérimentation secrète du gouvernement américain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains ont été exposés délibérément à des gaz moutarde dans le cadre d'études visant à comprendre les effets de ce gaz toxique sur les êtres humains. Les soldats, souvent des volontaires inconscients des risques ou des recrues involontaires, ont subi des brûlures sévères, des lésions pulmonaires et d'autres effets à long terme. Pendant des décennies, ces soldats ont été réduits au silence, ne recevant ni reconnaissance ni compensation pour les souffrances endurées. Ces expériences humaines secrètes, menées par le gouvernement américain pendant la guerre froide, révèlent un sombre chapitre de l'histoire de la science et de la médecine. Motivés par la peur de la guerre nucléaire et le désir de dominer le champ des armes chimiques et biologiques, ces expérimentations ont souvent mis de côté l'éthique au profit d'objectifs stratégiques. Les victimes, qui incluaient des citoyens ordinaires, des soldats, des prisonniers et des populations marginalisées, ont été sacrifiées sur l'autel de la science et de la sécurité nationale, souvent sans jamais savoir qu'elles avaient en fait été utilisées comme cobayes. Le régime de l'apartheid en Afrique du Sud, qui a sévi de 1948 à 1994, est surtout connu pour sa politique de ségrégation raciale institutionnalisée, qui a entraîné l'oppression systématique de la population noire et d'autres groupes raciaux non blancs du pays. Cependant, au-delà des lois discriminatoires et des violences policières, l'apartheid a également engendré une série d'expériences humaines clandestines menées sous l'égide de programmes militaires secrets. Ces expériences, souvent empreintes de racisme et d'eugénisme, visaient à renforcer le contrôle du régime sur la population et à développer des armes biologiques et chimiques pour réprimer toute forme de résistance. Les victimes, généralement issues des communautés les plus vulnérables, étaient soumises à des traitements inhumains, leur vie sacrifiée sur l'autel des ambitions scientifiques et politiques du régime. Le programme le plus infâme du régime de l'apartheid en matière d'expérimentation humaine fut le projet Ghost, un programme secret de guerre biologique et chimique lancé dans les années 1980 sous la direction du professeur Wouter Basson, surnommé Docteur la Mort. Ce programme, financé par l'armée sud-africaine et dirigé par des scientifiques de haut rang, visait à développer des armes chimiques et biologiques sophistiquées qui pourraient être utilisées pour neutraliser les opposants au régime, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
Sous le couvert de la recherche scientifique, les laboratoires de Project Ghost se sont transformés en centres de développement d'agents pathogènes mortels, de poisons et de drogues destinés à contrôler, affaiblir ou éliminer les ennemis de l'État. Parmi les objectifs principaux du Project Ghost, on trouve le développement d'armes chimiques et biologiques destinées à cibler spécifiquement les populations noires, considérées par les architectes de l'apartheid comme une menace à la survie du régime blanc. Le programme de recherche s'est intéressé à la création de substances qui pouvaient stériliser ou affaiblir la population noire, une manifestation terrifiante de l'obsession eugéniste qui imprégnait certains secteurs du régime. Des expériences furent menées pour concevoir des toxines qui pourraient être introduites dans l'eau ou la nourriture consommée par les populations noires, dans le but de réduire leur capacité de résistance et de reproduction. Le docteur Wouter Basson, au centre de ce réseau de terreur, a supervisé des expériences dans lesquelles des détenus politiques, des militants anti-apartheid et d'autres prisonniers étaient utilisés comme cobayes humains. Ces victimes étaient souvent exposées à des gaz toxiques, à des poisons ou à des drogues hallucinogènes sans leur consentement, parfois dans le cadre de simulations d'interrogatoire pour tester les effets de ces substances sur la psyché humaine. Beaucoup de ces personnes ne survécurent pas à ces traitements et celles qui en réchappèrent portèrent à jamais les stigmates physiques et psychologiques de ces atrocités. Les expériences menées sous le Project Ghost ne se limitaient pas au territoire sud-africain. Le régime de l'apartheid, en lutte constante contre les mouvements de libération africains et leurs alliés, utilisait ces armes et techniques pour mener des opérations de sabotage et d'assassinat à l'étranger. Des rapports indiquent que des agents sud-africains, sous couverture, ont introduit des toxines dans les aliments et les boissons de leaders du Congrès national africain, l'ANC, et d'autres organisations de libération, souvent avec des conséquences mortelles. Ces opérations clandestines, visant à déstabiliser et à affaiblir les mouvements anti-apartheid, témoignent de la détermination du régime à utiliser tous les moyens possibles, y compris les plus inhumains, pour se maintenir au pouvoir. En parallèle de ces expériences, les autorités sud-africaines ont également mené des études sur le comportement humain, souvent en utilisant la torture comme méthode d'expérimentation. Des prisonniers, pour la plupart des militants anti-apartheid, étaient soumis à des séances de torture où des psychotropes et d'autres substances étaient administrées pour tester leur résistance psychologique et physique. Les expériences consistaient souvent à combiner la douleur physique intense avec l'usage de drogues hallucinogènes, afin de briser la volonté des prisonniers et d'obtenir des confessions ou des informations. Ces pratiques barbares étaient non seulement une violation des droits humains, mais aussi un mépris total pour la dignité et l'intégrité des individus, considérés comme de simples instruments dans une guerre psychologique impitoyable. Un autre docteur sud-africain, tristement célèbre, pratiquait quant à lui des expériences sur des patients homosexuels. Surnommé Dr Shock, son vrai nom était Aubrey Levin. Pendant l'apartheid, en Afrique du Sud, il a mené des thérapies de conversion visant à guérir les homosexuels principalement au sein de l'armée sud-africaine. Levin utilisait des électrochocs et d'autres méthodes de traitement cruels sur des hommes jeunes et homosexuels pour tenter de les convertir à l'hétérosexualité. Ces pratiques, largement considérées aujourd'hui comme étant de la torture, ont été menées sous le prétexte de traitement médical, mais elles ont causé des traumatismes et des dommages considérables aux patients. Le rôle des grandes puissances occidentales dans ces expérimentations est également une ombre persistante sur cette période. Bien que l'apartheid ait été largement condamné sur la scène internationale, certains pays, en particulier dans le contexte de la guerre froide, ont fermé les yeux sur les atrocités commises par le régime sud-africain en raison de leur opposition commune au communisme et à l'influence soviétique en Afrique. Cette complicité silencieuse a permis au régime de poursuivre ses programmes secrets sans craindre de sanctions ou d'interventions extérieures, renforçant ainsi son impunité. Ce n'est qu'après la chute de l'apartheid, en 1994, que l'ampleur des atrocités commises dans le cadre de ces expérimentations a commencé à émerger. La commission Vérité et Réconciliation, mise en place pour enquêter sur les crimes de l'apartheid, a entendu des témoignages bouleversants de survivants et de témoins de ces expériences. Wouter Basson, bien qu'accusé de nombreuses atrocités, a réussi à éviter la condamnation pénale, en partie grâce à des manœuvres juridiques complexes et à la protection offerte par certains secteurs de l'establishment sud-africain post-apartheid. Cette issue a laissé un sentiment d'injustice
chez de nombreuses victimes et a jeté une ombre sur le processus de réconciliation nationale. Aubrey Levin, le docteur Shock, a quant à lui été accusé par plusieurs de ses patients de les avoir agressés sexuellement sous couvert d'examens médicaux, alors qu'il exerçait en tant que psychiatre à Calgary, au Canada, où il avait émigré après la fin de l'apartheid. Ces accusations ont mené à son arrestation en 2010 et après un procès, il a été reconnu coupable de 3 chefs d'agression sexuelle. D'autres chefs d'accusation ont été abandonnés en raison de l'insuffisance de preuves. Levin a été condamné à 5 ans de prison en janvier 2013. Cette condamnation a néanmoins marqué la chute de cet homme. Le projet MKUltra, l'un des programmes les plus sombres et controversés de l'histoire des États-Unis, révèle une facette inquiétante des activités de la CIA pendant la guerre froide. Officiellement, lancé en 1953, ce programme secret visait à explorer les possibilités du contrôle mental à travers une série d'expérimentations sur des sujets humains, souvent menés sans leur consentement. Sous couvert de recherche sur le potentiel défensif contre le lavage de cerveau, MKUltra est devenu un symbole de la déshumanisation et des excès que peuvent engendrer les obsessions de sécurité nationale, mêlées à une absence totale d'éthique. Les conséquences de ce programme, qui s'est poursuivi durant 2 décennies, ont laissé des cicatrices indélébiles sur ses victimes et ont jeté une ombre sur la crédibilité des institutions américaines. Le contexte du lancement de MKUltra remonte au début de la guerre froide, une période marquée par la peur croissante du communisme et la conviction que l'Union soviétique développait des techniques de manipulation mentale. Cette paranoïa a été exacerbée par des événements tels que le procès du cardinal Mindszenty en Hongrie en 1949, où le prélat avait confessé sous influence apparente de drogue ou d'autres techniques de coercition des crimes contre l'État. Pour contrer cette menace perçue, la CIA, sous la direction d'Allen Dulles, a ordonné le lancement du projet MKUltra, confié au chimiste Sidney Gottlieb, qui est devenu la figure centrale du programme. MKUltra englobait une vaste gamme d'expériences allant de l'administration de drogues psychotropes, comme le LSD, à la privation sensorielle, l'hypnose et d'autres formes de torture psychologique. Les expériences visaient à trouver des moyens de contrôle ou d'altérer le comportement humain, d'obtenir des confessions, d'effacer des mémoires ou même de créer des assassins programmés. Le LSD, une drogue alors peu connue, était au cœur du programme et la CIA espérait en faire un sérum de vérité ou un moyen de manipulation mentale. Des centaines de personnes, y compris des patients d'hôpitaux psychiatriques, des prisonniers ou même des membres du personnel militaire, ont été exposés à cette drogue à leur insu, souvent avec des conséquences catastrophiques. L'une des figures les plus tristement célèbres associées à MKUltra est Frank Olson, un biochimiste de l'armée américaine qui travaillait avec la CIA. En 1953, Olson a été secrètement drogué avec du LSD par ses collègues dans le cadre d'une étude sans son consentement préalable. Peu après, Olson a commencé à manifester des signes de détresse psychologique intense, exprimant des remords profonds et une méfiance croissante envers ses supérieurs. Quelques jours plus tard, il est tombé ou a été poussé de la fenêtre de sa chambre d'hôtel à New York, dans ce qui a été officiellement qualifié de suicide. Les circonstances troubles de sa mort ont conduit sa famille à mener une bataille juridique de plusieurs décennies contre le gouvernement américain, révélant progressivement les pratiques secrètes et immorales du projet MKUltra. Au cours des années 1960, MKUltra s'est étendu, touchant une variété encore plus large de sujets humains et employant des méthodes de plus en plus extrêmes. Le projet s'est infiltré dans les institutions académiques, les prisons et les hôpitaux psychiatriques, utilisant des patients vulnérables comme cobayes. Le programme a également soutenu des recherches à l'étranger, notamment dans des pays alliés, où les expérimentations pouvaient se dérouler avec encore moins de surveillance. La recherche sur la manipulation mentale s'est aussi orientée vers des techniques plus subtiles, comme l'hypnose et la suggestion post-hypnotique, dans le but de créer des agents dormants ou des assassins à distance. Des idées inspirées par la science-fiction, mais poursuivies avec un sérieux mortel. L'un des aspects les plus controversés de MKUltra réside dans l'implication de certaines des plus prestigieuses institutions académiques et médicales américaines. Des universités telles que Harvard, Stanford et Columbia ont été utilisées comme couverture pour les expériences de la CIA, souvent sans que leurs chercheurs ne sachent qu'ils travaillaient pour l'agence. L'implication de médecins respectés
qui ont parfois administré des traitements dangereux à leurs patients, en violation des normes éthiques, soulèvent des questions troublantes sur l'intégrité de la recherche scientifique lorsqu'elle est manipulée par des intérêts gouvernementaux. La chute de MKUltra a commencé dans les années 1970 à la suite des révélations d'un certain nombre de journalistes et d'enquêtes menées par le Congrès. En 1974, un article du New York Times a exposé les détails du programme, déclenchant une vague d'indignation publique. Cela a conduit à la création de la commission Church, qui a enquêté sur les activités clandestines de la CIA, y compris MKUltra. Les audiences publiques qui ont suivi ont révélé l'étendue des abus et des violations des droits humains commises sous couvert de sécurité nationale. Malgré cela, de nombreux documents concernant MKUltra avaient déjà été détruits sur ordre de la CIA en 1973, rendant impossible une compréhension complète de l'ampleur des expérimentations. Les conséquences du projet MKUltra ont été profondes et durables. Les victimes du programme ont été laissées avec des traumatismes psychologiques et physiques graves sans jamais recevoir de reconnaissance ou de compensation adéquate de la part du gouvernement. Le programme a également érodé la confiance du public dans les institutions gouvernementales et dans la science, en démontrant que, sous le prétexte de la sécurité nationale, des actions terrifiantes peuvent être entreprises contre des citoyens sans leur consentement ou même leur connaissance. Le cas du petit Albert est l'un des exemples les plus célèbres et controversés de l'histoire de la psychologie, illustrant les méthodes expérimentales du conditionnement classique, un domaine de recherche développé par le psychologue américain John B. Watson au début du XXe siècle. En 1920, Watson, alors chercheur à l'université Johns Hopkins, a entrepris une expérience visant à démontrer que les émotions humaines, telles que la peur, pouvaient être conditionnées chez un individu, de la même manière que le réflexe salivaire chez un chien avait été conditionné par Ivan Pavlov dans ses célèbres expériences. L'expérience impliquait un jeune enfant connu sous le pseudonyme de Petit Albert, qui à l'époque de l'expérience n'avait que 9 mois. Albert, dont l'identité réelle reste incertaine, était un nourrisson en bonne santé, issu d'une famille modeste, sa mère travaillant comme nourrice à l'hôpital où Watson menait ses recherches. En utilisant Albert comme sujet, Watson cherchait à tester la théorie selon laquelle il était possible d'induire une réponse émotionnelle de peur en associant un stimulus neutre à un stimulus effrayant. L'expérience débuta par l'exposition du petit Albert à une série d'objets et d'animaux, y compris un rat blanc, un lapin, un chien, un singe, des masques et du coton. Lors de ses premières expériences, Albert ne montra aucun signe de peur. Il semblait même curieux et intéressé par ces objets et animaux. Le rat blanc, en particulier, semblait l'intriguer et il tendait la main pour le toucher sans aucune hésitation ni crainte. Watson passa ensuite à la phase de conditionnement. Chaque fois qu'Albert touchait ou tentait de toucher le rat blanc, Watson frappait violemment une barre de métal avec un marteau juste derrière la tête de l'enfant, produisant un bruit fort et soudain. Ce son effrayant fit sursauter et pleurer Albert, provoquant une réaction de peur intense. Watson répéta cette procédure plusieurs fois au cours des séances de conditionnement, associant systématiquement le son terrifiant à la présence du rat. Rapidement, Albert commença à montrer des signes de détresse à la seule vue du rat, même en l'absence du bruit fort. Cette réaction indiquait que le conditionnement avait été réussi. Albert avait appris à associer le rat blanc, initialement neutre, avec la peur induite par le son effrayant. Ce phénomène est ce que Watson appelait le conditionnement classique, où le stimulus neutre devient capable de provoquer une réponse émotionnelle à travers l'association répétée avec un stimulus aversif. L'expérience ne s'arrêta pas là. Watson chercha à déterminer si cette peur conditionnée pouvait se généraliser à d'autres stimuli similaires. En effet, Albert montra rapidement des signes de peur, non seulement en présence du rat blanc, mais aussi lorsqu'il était exposé à d'autres objets poilus, comme un lapin, un chien ou même un manteau en fourrure. Cette généralisation démontrait que le conditionnement ne se limitait pas à l'objet original, mais pouvait s'étendre à des stimuli ayant des caractéristiques communes avec le stimulus conditionné. Bien que l'expérience ait été considérée comme un succès en termes de démonstration du conditionnement classique, elle suscita rapidement des critiques éthiques. Watson n'a jamais pris de mesures pour déconditionner le petit Albert, c'est-à-dire pour désapprendre la peur qu'il avait acquise. Après la fin de l'expérience, Albert a été retiré de l'hôpital par sa mère
et son sort ultérieur est resté inconnu pendant des décennies, ajoutant une dimension tragique à cette étude. Le fait que cet enfant ait été délibérément traumatisé pour les besoins d'une expérience, sans qu'on lui offre ensuite la possibilité de revenir à un état émotionnel normal, pose des questions graves sur l'éthique des méthodes de recherche en psychologie. Le cas du petit Albert est devenu un symbole de l'absence de considération éthique dans les recherches psychologiques de l'époque. À une époque, justement, où les normes éthiques étaient loin d'être ce qu'elles sont aujourd'hui, les chercheurs disposaient d'une grande liberté pour mener des expériences sur des sujets humains, souvent sans leur consentement éclairé, et encore moins celui de leurs parents dans le cas d'enfants. Le petit Albert, en tant que sujet vulnérable, n'avait aucun moyen de se défendre ou de refuser de participer à l'expérience, ce qui en fait une victime de la quête de connaissances scientifiques. Au fil du temps, l'identité réelle du petit Albert a fait l'objet de nombreuses spéculations et recherches. En 2009, des recherches ont proposé que le vrai nom d'Albert était Douglas Merritt, un enfant qui est malheureusement décédé à l'âge de 6 ans, probablement des suites de complications médicales non liées à l'expérience. Cette identification, bien que plausible, reste sujette à débat et l'incertitude qui entoure l'identité d'Albert ajoute une couche supplémentaire de mystère et de tristesse à cette histoire. Entre 1946 et 1948, le gouvernement américain a mené l'une des expériences médicales les plus sombres et les plus scandaleuses de son histoire au Guatemala, sous la direction du docteur John C. Cutler. Ces expériences secrètes, financées par le service de santé publique des États-Unis et soutenues par d'autres agences gouvernementales, visaient à étudier la syphilis et d'autres maladies sexuellement transmissibles, les MST, en infectant délibérément des sujets humains sans leur consentement. Les victimes de ces expérimentations incluaient des prisonniers, des patients psychiatriques, des soldats et même des orphelins, révélant une violation flagrante des droits humains au nom de la recherche scientifique. À l'époque, les autorités américaines s'inquiétaient de la propagation des MST, en particulier dans les rangs militaires. Les expériences menées précédemment à Tuskegee, où des Afro-Américains atteints de syphilis avaient été délibérément privés de traitement pour observer l'évolution naturelle de la maladie, avaient déjà soulevé des questions éthiques graves. Cependant, les expériences guatémaltèques allaient encore plus loin, puisqu'elles consistaient à infecter des personnes saines pour observer les effets des traitements expérimentaux. L'initiative de ces expériences revient à John C. Cutler, un médecin du service de santé publique des États-Unis, qui était convaincu de la nécessité de tester les nouveaux traitements pour les MST dans des conditions contrôlées. Le Guatemala, à cette époque, un pays pauvre et sous influence américaine, fut choisi comme terrain d'expérimentation. Le gouvernement guatémaltèque, corrompu et désireux de maintenir des relations favorables avec les États-Unis, donna son approbation tacite à ces expériences, permettant à Cutler et à son équipe de mener leurs recherches sans entrave. Les méthodes employées étaient aussi brutales qu'immorales. Les chercheurs utilisaient des prostituées, elles-mêmes infectées par la syphilis ou la gonorrhée, pour transmettre la maladie à des prisonniers et des soldats. Lorsque cette méthode ne produisait pas les résultats escomptés, ils passaient à des techniques plus directes, comme l'inoculation de la maladie à travers des coupures sur la peau ou l'injection directe de bactéries dans le pénis, le bras ou le dos des sujets. Les patients psychiatriques, considérés comme particulièrement vulnérables et incapables de donner leur consentement, étaient parmi les principales cibles de ces expérimentations. Les conséquences pour les victimes étaient dévastatrices. Beaucoup d'entre elles développèrent des infections graves, souffrant de symptômes douloureux et parfois mortels. Bien que certains aient reçu des traitements à la pénicilline, le médicament miracle, récemment découvert pour la syphilis, d'autres furent laissés sans soin, devenant des objets d'observation pour les chercheurs. Il n'existe pas de chiffre précis sur le nombre total de personnes infectées ou décédées à la suite de ces expériences, mais les estimations suggèrent que plusieurs centaines de Guatémaltèques ont été infectés. Ces expérimentations sont restées secrètes pendant des décennies, et ce n'est qu'en 2010 que l'historienne médicale, Suzanne Reverby, découvrit les documents relatifs à ces études dans les archives personnelles de John C. Cutler. Les révélations de Reverby provoquèrent un tollé international, obligeant le gouvernement américain à reconnaître ces atrocités. Le président Barack Obama présenta des excuses officielles au gouvernement et au peuple guatémaltèque pour les expérimentations non éthiques menées par les États-Unis. Il promit également une enquête approfondie et des mesures pour prévenir de telles violations des droits humains à l'avenir.
L'affaire Cutler a profondément marqué la communauté scientifique et médicale, remettant en question la confiance du public dans les institutions de recherche. Elle a révélé à quel point les populations vulnérables, en particulier dans les pays en développement, peuvent être exploitées au nom de la science. Ces événements ont conduit à un renforcement des réglementations éthiques internationales, y compris les principes de Belmont, qui établissent des lignes directrices strictes pour la recherche médicale sur des sujets humains. Malgré les excuses officielles et la condamnation généralisée des expériences de Cutler, les séquelles de cette tragédie se font encore sentir aujourd'hui. De nombreuses victimes et leurs familles n'ont jamais reçu de compensation adéquate pour les souffrances endurées. Le Guatemala, un pays déjà dévasté par des décennies de pauvreté et de violence politique, continue de porter le fardeau de ces atrocités. L'expérience de la prison de Stanford, menée en 1971 par le psychologue Philippe Zimbardo, est l'une des études les plus célèbres et controversées de l'histoire de la psychologie sociale. Cette expérience visait à explorer les effets psychologiques de la situation carcérale, en particulier la dynamique entre les gardiens et les prisonniers, et comment les rôles de pouvoir et de soumission peuvent affecter le comportement humain. Ce qui devait être une simple simulation dans un cadre contrôlé s'est rapidement transformé en une démonstration troublante de la manière dont les individus ordinaires peuvent adopter des comportements extrêmes sous l'influence du pouvoir et des situations oppressives. L'expérience se déroula dans le sous-sol du département de psychologie de l'université Stanford, qui fut transformé en une prison factice avec des cellules, une cour de prison et une salle d'isolement. 24 participants masculins, recrutés via des petites annonces, furent sélectionnés parmi 75 candidats pour leur santé mentale et physique. Ces participants, majoritairement des étudiants, furent répartis aléatoirement en 2 groupes, 12 gardiens et 12 prisonniers. Les gardiens portaient des uniformes kaki, des lunettes de soleil miroir pour masquer leurs yeux et étaient équipés de matraques factices. Les prisonniers, quant à eux, étaient vêtus de blouses informes et portaient des chaînes autour de leurs chevilles, symbolisant leur soumission et leur perte d'identité. L'expérience devait initialement durer 2 semaines, mais elle fut interrompue au bout de seulement 6 jours en raison des comportements extrêmes qu'elle engendra. Dès le départ, les gardiens commencèrent à adopter une attitude autoritaire, exploitant leur pouvoir de manière de plus en plus abusive. Ils imposaient des règles strictes et arbitraires, humiliaient les prisonniers, les privaient de sommeil et les forçaient à des tâches dégradantes, telles que nettoyer les toilettes à main nue. Ces actions n'étaient pas le fruit de directives explicites de Zimbardo, mais semblaient découler naturellement du rôle et de l'autorité conférée aux gardiens. De simples simulations, ces comportements dégénérèrent rapidement en une brutalité systématique. Les prisonniers, en revanche, manifestèrent des signes de stress intense et de désorientation psychologique. Certains tentèrent de résister à l'autorité des gardiens, mais furent rapidement réprimés par des punitions sévères. D'autres tombèrent dans une obéissance passive, acceptant leur sort sans protester. La dégradation de leurs conditions mentales était telle que l'un des prisonniers fut libéré dès le 2e jour, après avoir montré des signes de détresse émotionnelle extrême. Les prisonniers perdirent rapidement leur sentiment d'identité individuelle, se référant à eux-mêmes par leur numéro de prisonnier plutôt que par leur nom, une indication claire de leur déshumanisation progressive. Ce qui est particulièrement frappant dans cette expérience, c'est l'implication directe de Zimbardo lui-même. En tant que concepteur de l'expérience et directeur de la prison, Zimbardo endossa un rôle autoritaire et ne parvint pas à intervenir pour stopper les abus qui se produisaient sous ses yeux. Sa position l'amena à rationaliser les actions des gardiens comme faisant partie du déroulement normal de l'expérience, ce qui soulève des questions éthiques majeures sur le rôle du chercheur dans la gestion d'une expérience psychologique. Zimbardo ne réalisa l'étendue des dommages causés que lorsqu'un collègue, Christina Malslak, après avoir visité la prison, exprima son indignation et le pressa de mettre fin à l'expérience. C'est suite à cet échange que Zimbardo prit conscience des dérives et décida d'interrompre l'étude prématurément. L'expérience de la prison de Stanford a eu un impact considérable sur le champ de la psychologie sociale et sur la compréhension des dynamiques de pouvoir et de soumission. Elle a démontré que des personnes ordinaires, placées dans un contexte institutionnel où les normes sociales sont suspendues, peuvent rapidement adopter des comportements sadiques et abusifs. Les résultats de l'expérience ont été interprétés comme une illustration du phénomène de l'effet Lucifer, où le contexte et le pouvoir
peuvent transformer des individus moralement sains en auteurs de comportements répréhensibles. Les conclusions de l'étude ont également été utilisées pour expliquer des comportements humains dans des situations réelles, comme les atrocités commises par les soldats pendant la guerre ou la brutalité observée dans certaines prisons. Cependant, l'expérience de Stanford n'a pas échappé aux critiques, tant sur le plan éthique que pédagogique. L'absence de consentement éclairé adéquat, l'encouragement indirect, les comportements abusifs et le manque de soutien psychologique aux participants sont autant de manquements qui ont été largement débattus dans les années qui ont suivi. De plus, certains chercheurs ont remis en question la validité des résultats, arguant que l'expérience était trop influencée par les attentes de Zimbardo et que les participants étaient peut-être plus conscients de la nature de la simulation qu'on ne l'a cru. Les expériences controversées de Wendell Johnson sur le bégaiement, connues sous le nom de l'expérience du monstre, sont un chapitre sombre de l'histoire de la recherche psychologique. Menée en 1939 à l'université de l'Iowa, cette expérience visait à explorer les origines du bégaiement et la manière dont l'environnement peut influencer le développement du langage chez les enfants. Ce qui devait être une étude pour comprendre et potentiellement traiter le bégaiement s'est transformé en une expérience éthiquement discutable, laissant des séquelles durables sur les participants. Wendell Johnson, lui-même ancien bègue et devenu un éminent chercheur en orthophonie, était convaincu que le bégaiement n'était pas seulement un problème physiologique ou génétique, mais qu'il pouvait également être induit par des facteurs psychologiques et environnementaux. Il croyait que les pressions sociales et les réactions négatives des parents et des éducateurs pouvaient jouer un rôle crucial dans le développement de ce trouble. Pour tester cette hypothèse, Johnson conçut une expérience qu'il confia à Mary Tudor, une étudiante diplômée de l'époque dans le cadre de sa thèse de maîtrise. L'expérience impliquait 22 orphelins âgés de 5 à 15 ans, vivant dans un orphelinat de Davenport, dans l'Iowa. Ces enfants furent divisés en deux groupes. Un groupe expérimental, composé de bègues légers ou d'enfants considérés comme étant à risque de bégaiement, et un groupe témoin, composé d'enfants sans problème de langage. Les enfants du groupe expérimental furent ensuite subdivisés en deux sous-groupes. Un sous-groupe reçut des éloges et des encouragements sur leur façon de parler, même lorsqu'ils bégayaient. L'autre sous-groupe, et c'est ici que réside la controverse, fut traité de manière diamétralement opposée. Ces enfants furent critiqués pour leur discours, on leur fit croire qu'ils bégayaient même lorsqu'ils parlaient normalement, et on les avertit que leur façon de parler était incorrecte et qu'ils devaient faire attention à leur élocution. Les effets de cette manipulation furent dévastateurs. Les enfants du sous-groupe traités négativement développèrent rapidement des signes de détresse psychologique. Certains commencèrent à manifester un bégaiement là où il n'y en avait pas auparavant, tandis que d'autres devinrent anxieux, silencieux ou hésitants dans leur discours. Leurs comportements verbaux se détériorèrent et plusieurs d'entre eux perdirent la confiance qu'ils avaient auparavant en leur capacité à parler normalement. Ce phénomène fut interprété par Johnson et Tudor comme une preuve que le bégaiement pouvait effectivement être induit par l'environnement, soutenant ainsi leur hypothèse de départ. Cependant, les répercussions sur les enfants furent beaucoup plus profondes et durables que prévu. Pour certains, les problèmes de langage persistaient bien au-delà de l'expérience et les séquelles psychologiques les accompagnaient tout au long de leur vie. Les orphelins impliqués n'étaient pas informés du véritable objectif de l'expérience, ni de la possibilité que leur discours normal soit perturbé de manière intentionnelle. Ils étaient en fait des cobayes non consentants dans une expérience qui joua avec leur bien-être émotionnel et mental. L'expérience du monstre resta largement inconnue du grand public pendant des décennies, dissimulée dans les archives universitaires et rarement discutée par les chercheurs en orthophonie ou en psychologie. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 que l'expérience fut révélée au grand jour grâce à un article du San Jose Mercury News qui exposa les détails de l'étude et les conséquences qu'elles avaient eues sur les enfants participants. La publication de ces informations suscita un tollé général et la question de l'éthique de telles expériences fut soulevée à une échelle internationale. En 2001, l'université de l'Iowa présenta des excuses officielles pour l'expérience, reconnaissant que les méthodes employées par Johnson et Tudor avaient été inappropriées et nuisibles. L'université exprima ses regrets sur les dommages causés aux participants, bien que des compensations financières ne furent proposées qu'après un procès intenté par les survivants, aboutissant à un règlement en faveur des plaignants.
L'expérience de Wendell Johnson, bien qu'elle ait contribué à des avancées dans la compréhension du bégaiement, est souvent citée comme un exemple d'échec éthique en recherche. Elle démontre les dangers de manipuler des individus, en particulier des enfants vulnérables, sans prendre en compte les conséquences psychologiques de telles interventions. Aujourd'hui, les protocoles éthiques dans la recherche sur les êtres humains sont strictement encadrés pour éviter de telles dérives, avec des comités d'éthique veillant à la protection des participants et à l'évaluation des risques psychologiques. Le projet 4.1, un programme d'expérimentation nucléaire mené par le gouvernement américain dans les années 1940 et 1950, représente une période tragique de l'histoire des essais nucléaires où les populations du Pacifique ont été exposées à des radiations et à des expériences médicales non éthiques. Ce projet, dans le contexte des essais nucléaires effectués par les États-Unis dans le Pacifique, a impliqué des essais sur les effets des expositions nucléaires sur la santé humaine, souvent sans le consentement éclairé des participants et avec des conséquences dévastatrices. Le projet 4.1, qui a été réalisé entre 1946 et 1962, est un sous-projet d'expérimentation plus large menée par les États-Unis pour étudier les effets des armes nucléaires sur l'environnement et les êtres humains. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont intensifié leurs recherches sur les armes nucléaires dans le cadre de la course aux armements de la guerre froide. Les tests nucléaires ont été effectués principalement sur les îles Marshall, un groupe d'îles situé dans le Pacifique central, qui était alors sous administration américaine. L'une des premières étapes du projet 4.1 fut l'explosion des bombes atomiques sur l'atoll de Bikini en 1946, dans le cadre de l'opération Crossroads. Ces explosions ont été conçues pour étudier les effets des armes nucléaires sur les navires de guerre, mais elles ont également eu des répercussions catastrophiques sur les populations locales. L'exposition aux radiations a entraîné des niveaux alarmants de contamination radioactive, affectant non seulement les îles de Bikini, mais aussi les îles voisines. Les habitants des îles Marshall, qui étaient principalement des pêcheurs et des agriculteurs vivant de manière traditionnelle, ont été déplacés de force de leur foyer pour permettre des tests. Le retour aux îles contaminées a été autorisé sans tenir compte des risques pour leur santé, entraînant des niveaux élevés de contamination radioactive. En outre, les conditions de vie des populations déplacées ont été sévèrement affectées et leur exposition aux radiations a conduit à une augmentation significative des cas de cancer, de maladies respiratoires et de troubles génétiques. Le projet 4.1 a inclus des expériences spécifiques pour évaluer les effets des radiations sur les êtres humains et leur environnement. Les chercheurs américains ont mené des études sur les effets des retombées radioactives en exposant des animaux, des cultures alimentaires et des humains aux radiations. Les expérimentations sur les humains étaient souvent non éthiques et menées sans le consentement éclairé des participants. Les résidents des îles Marshall, souvent considérés comme des sujets d'expérience, ont été exposés à des doses élevées de radiation à des fins de recherche scientifiques et militaires. Les conséquences sur la santé des populations locales ont été graves et persistantes. Les études médicales menées après les tests ont révélé une prévalence élevée de maladies liées aux radiations parmi les résidents des îles, notamment des cancers, des maladies pulmonaires et des malformations congénitales. Les enfants nés après les tests ont montré des anomalies génétiques accrues. Les effets de la contamination radioactive se sont propagés à travers la chaîne alimentaire, affectant la santé des populations locales qui dépendaient des produits de la mer et des sols contaminés. En réponse aux révélations sur les effets dévastateurs des tests nucléaires sur les populations locales, les États-Unis ont tenté de minimiser les retombées négatives et d'atténuer les critiques internationales. Dans les années 1960, des mesures ont été prises pour éviter les essais nucléaires atmosphériques et les États-Unis ont ratifié le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963 qui interdisait les essais nucléaires dans l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace. Cependant, les efforts pour compenser les victimes des essais nucléaires ont été insuffisants. Les populations des îles Marshall ont reçu une reconnaissance limitée de leurs souffrances et une aide financière souvent jugée inadéquate. En 1983, le gouvernement américain a établi le programme de compensation des victimes des essais nucléaires pour les résidents des îles Marshall, mais les demandes de compensation et les recours juridiques ont été largement insuffisants pour répondre aux besoins des victimes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en dessous. N'oubliez pas de liker, de partager
et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Également, si vous souhaitez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. Je vous dis donc à bientôt ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.